Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Allègement du couvre-feu à Conakry, une décision annoncée ce lundi 15 juin par le chef de l'État Alpha Condé. Malgré cet allègement, le président souhaite toutefois prolonger l'état d'urgence, décision qui doit être validée par le Parlement. Tenue d'un sommet historique entre la Somalie et le Somaliland à Djibouti. Depuis dimanche 14 juin, des pourparlers sont en cours entre les présidents Mohamed Farmajo et Moussebi Abdi. Des négociations durant lesquelles les deux chefs d'État ont exprimé leur désir de réconciliation. Et enfin, le Maroc octroie du matériel médical au Burkina Faso. Une aide initiée par le roi Mohamed VI est destinée à plusieurs États africains dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a décidé, je cite, d'engager les consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Des consultations qui seront également prévues au sujet du Parlement et de la Cour constitutionnelle. Cette décision vise à mettre fin au mouvement de contestation populaire qui s'intensifie dans le pays. Le 5 juin dernier, les Maliens avaient en effet investi la place de l'indépendance pour demander la démission du président. Ils dénonçaient entre autres une dégradation de la situation sécuritaire et des problèmes de corruption. Cet appel à la mobilisation avait été initié par plusieurs acteurs de la société civile, notamment par l'imam Mahmoud Dicko qui gagne de l'influence au Mali. Le mouvement baptisé du 5 juin est de nouveau appelé à manifester ce vendredi 19 juin. En Guinée, le président Alpha Condé a déclaré un allègement du couvre-feu dans la capitale Conakry. Une décision annoncée ce lundi 15 juin à la suite de statistiques encourageantes. Mise en place de 22h à 5h, le couvre-feu est désormais écourté de 23h à 4h. Un couvre-feu qui reste entièrement levé dans le reste du pays. Toutefois, le chef de l'État est resté vigilant et a annoncé le prolongement de l'état d'urgence. Décision soumise à l'approbation du Parlement. Graziella Tchakounte et Aïssatou Bari. Raccourcissement du couvre-feu, réouverture de certaines écoles et des lieux de culte. En Guinée, le président Alpha Condé a annoncé ce lundi 15 juin un allègement des mesures imposées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Mais face au risque de relâchement, l'état d'urgence décrété le 26 mars est prolongé de 30 jours avec l'approbation du Parlement. En ayant pris toute la mesure de la situation, sur recommandation des experts, je désire des mesures suivantes. L'état d'urgence sanitaire pourrait être reconduit ou pas, selon l'utilisation du Parlement déjà saisi par le gouvernement, pour une période de 30 jours à compter du 15 juin 2020 sur tout l'étendue du territoire national. Le couvre-feu allégé est désormais en vigueur de 23h à 4h du matin pour la zone du Grand Conakry, Koya, du Breka et Conakry. En revanche, la levée du couvre-feu reste maintenue à l'intérieur du pays et le port du masque obligatoire. Les dispositions initialement prévues contre les contrevenants restent en vigueur. J'ai foi en notre capacité de sortir de cette autre crise. Faisons preuve de responsabilité, de solidarité et d'endurance et nous gagnons ensemble le combat contre le Covid-19. Et dans cette riposte, la Guinée vient de bénéficier de l'assistance matérielle du Maroc. Notons qu'à ce jour, le pays a déclaré 4 572 cas confirmés de Covid-19, dont 3 259 guérisons et 26 décès. Les discussions se poursuivent sur la problématique somalienne à Djibouti. Depuis ce dimanche 14 juin, les présidents de la Somalie, Mohamed Farmajo, et du Somaliland, Moussebi Abdi, se concertent dans l'optique d'une réconciliation, un tournant majeur pour l'avenir des relations diplomatiques entre les deux États. Pour rappel, le Somaliland, ancien protectorat britannique, avait fait sécession en 1991 sans jamais être reconnu par la communauté internationale. Aïssatou Bari. Une autre étape vient d'être franchie dans la résolution du conflit entre la Somalie et le Somaliland. Le sommet qui se tient depuis dimanche 14 juin à Djibouti se poursuit. Le président du Somaliland, Moussa Bihi, et celui de Somalie, Mohamed Farmajo, se sont engagés à faire des efforts pour parvenir à des pourparlers fructueux. L'ordre du jour des pourparlers présidé par le chef de l'État djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, n'a pas été rendu public.
Nous savons que tous les problèmes ne seront pas réglés ici aujourd'hui, mais nous devons aussi nous rappeler qu'être simplement ouvert à la discussion et vouloir rapprocher les hommes et les femmes que l'on dirige est l'objectif ultime. Cette rencontre entre les deux parties était la première depuis celle informelle tenue en février 2020 sous l'égide du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Les tentatives de réconciliation en 2012 et 2015 n'ont jamais abouti. La Somalie veut la réintégration du Somaliland dans l'ensemble somalien et le Somaliland exige l'autodétermination. Djibouti, l'Éthiopie, la Somalie et le Somaliland, ces pays déjà traversent une crise sociopolitique. Il y a des manifestations en Somalie, des manifestations en Éthiopie, en Somaliland et à Djibouti. Et ce qui est important également, c'est que ces pays sont à la veille des élections. Chacun de ces dirigeants réunis aujourd'hui à Djibouti souhaite tirer à son profit. Le biais de ces pourparlers entre la Somalie et le Somaliland, le régime djiboutien souhaite redorer son blason. Ce qui est important de noter également, c'est que Djibouti est isolé depuis la reconfiguration géopolitique de la Corne de l'Afrique. Et par le biais de ce pourparler, elle voudrait entrer dans le jeu de la Corne de l'Afrique. À la fin de la journée, les deux parties ont convenu de former des comités techniques. Elles ont également convenu de ne pas politiser l'aide au développement et les investissements internationaux. En Ouganda, l'opposition politique s'organise en vue des élections générales de 2021. Ce lundi 15 juin, Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine, et Kizza Besigye ont décidé de former une coalition politique baptisée, je cite, United Forces for Change, une coalition destinée à rallier davantage de partisans pour construire un changement politique tangible dans le pays. Nathalie Mo. L'opposition ougandaise veut apparaître soudée face au parti présidentiel, le mouvement de renaissance nationale, lors des élections générales de 2021. Ce 15 juin 2020, Bobi Wine, à l'état civil Robert Kyagulanyi et Kizza Besigye ont formé une coalition dénommée United Forces for Change. Cette dernière a pour objectif principal de créer une conscience populaire en vue de la lutte contre l'oppression gouvernementale, leur principale revendication commune. En tant que leader, nous ne pouvons que voir et vous montrer le chemin. Nous devons tous travailler ensemble. J'appelle tous les Ougandais à prendre la parole et à parler fort. Dites non en parole et en acte. La coalition formée par les principaux opposants de l'Ouganda s'engage contre la marginalisation d'une grande partie de la population. Le port du béret rouge, signe de révolution pourtant interdit dans le pays, a été respecté lors de la cérémonie de ce jour. Une façon pour l'opposition de montrer sa détermination à faire face au régime en place. Notre pays est profondément divisé par les 1% qui utilisent des armes pour maintenir le pouvoir dans ce pays. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est donner une direction aux personnes marginalisées qui représentent 90% de la population. Le pouvoir doit revenir au peuple. Ce n'est pas la première fois que les partis d'opposition ougandais forment une coalition à la veille d'un rendez-vous électoral. Fin 2015, une initiative similaire a échoué, faute de consensus entre Kizza Besigye et l'autre poids lourd de l'opposition d'alors, Amama Mbabazi. Conséquence, Kizza Besigye a terminé deuxième lors de la présidentielle de 2016, remportée par Yoweri Museveni. Dans le cadre de la riposte contre le coronavirus, le Maroc vient en aide au Burkina Faso. Ce lundi 15 juin, l'aéroport international de Ouagadougou a réceptionné une importante cargaison de matériel médical. Un appui initié par le roi du Maroc, Mohamed VI, est destiné à certains États africains pour, je cite, accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Lundi 15 juin, aéroport international de Ouagadougou, il est 14h lorsque ce vol charter se pose sur le tarmac avec à son bord du matériel médical préventif comprenant notamment 8 millions de masques, 900 000 visières, 600 000 charlottes, 60 000 blouses, 30 000 litres de gel hydroalcoolique ainsi que 75 000 boîtes de chloroquine et 15 000 boîtes d'azithromycine.
Cette action de solidarité en faveur du Burkina est une initiative lancée par Sa Majesté le Roi du Maroc visant à accompagner les efforts de gestion des différentes phases de la pandémie de Covid-19. C'est un geste solidaire, comme je l'ai dit, sur haute et très très haute instruction de Sa Majesté le Roi, qui est venu, encore une fois, ajouter une pierre à cet édifice de coopération sud-sud que nous avons déjà et qui est consolidé et qui se renforce de jour en jour. Depuis l'apparition en février 2020 du premier cas de Covid sur le continent, la pandémie fait recenser près de 250 000 malades selon les statistiques, le Burkina Faso n'étant pas épargné. Pour les autorités présentes à l'aéroport, cette aide est une preuve de plus pour confirmer d'excellentes relations qu'entretiennent le Royaume et le Burkina. Donc ce don-là va donc toucher les populations et c'est très important que tout le monde ait donc dans son cœur le Royaume du Maroc à travers donc ce geste important qui a été fait. Ce n'est pas la première fois qu'un geste est fait au Burkina Faso. Ces produits répondant aux normes sanitaires internationales sont tous fabriqués par des entreprises marocaines, à l'instar du Burkina. 14 autres pays du continent, parmi lesquels le Cameroun, les Comores, le Congo, le Sénégal, le Tchad ou encore la Zambie, bénéficieront également de cette aide. Dans l'actualité également, le Maroc pourrait connaître cette année sa pire récession depuis 1996. Une annonce faite ce mardi 16 juin par la Banque centrale du pays. Selon l'institution, le PIB pourrait se contracter de plus de 5%, non seulement en raison du coronavirus, mais aussi en raison d'une baisse de la rentabilité agricole. En 2021, la Banque Al-Maghrib prévoit tout de même un rebond de 4,2%. Mais l'institution reste prudente et indique, je cite, une reprise plus lente de l'activité ou de la persistance de la faiblesse de la demande étrangère et des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Rappelons qu'en 2019, le taux de croissance du Maroc se chiffrait à 1,5% contre 2,7% en 2018. Une chute qui résultait principalement d'une mauvaise pluviométrie, l'agriculture étant le principal secteur qui contribue au PIB. Au Soudan, le gouvernement va lancer un programme expérimental de transfert monétaire direct pour venir en aide aux populations les plus vulnérables. Ce sont ainsi 500 livres soudanaises qui leur seront versées chaque mois. Une mesure qui intervient alors que le pays tente de relancer son économie, notamment par un ajustement des subventions. Corinne Kamzefem. 500 livres soudanaises, soit environ $9, c'est le montant du transfert que le gouvernement de Khartoum s'engage à effectuer mensuellement et individuellement aux personnes les plus nécessiteuses du pays. C'est un programme pilote qui sera expérimenté dans le district de West Soba à Khartoum ainsi que dans 4 autres régions du pays. Telle mesure de transfert monétaire va permettre alors de lutter contre la chaîne de corruption dans la traçabilité des dépenses et des investissements en tant que tel, pour que les ménages les plus vulnérables, la population soudanaise, puissent avoir accès à ces fonds. Et ça, c'est salutaire dans le cas notamment de l'approche de l'implication des NTIC, dans le cas notamment des interventions de l'État en vue de réduire les inégalités sociales quasiment en Afrique. Et ça, le Soudan devient un modèle social qui doit pouvoir inspirer de nombreux États africains. Depuis la crise socio-économique qui a entraîné la chute de l'ex-président Omar El-Béchi en 2019, l'inflation dans le pays a atteint près de 100% avec une dépréciation continue de la monnaie. Avec des dettes étrangères d'environ 62 milliards de dollars, le Soudan est à l'œuvre pour réactiver le mécanisme des financements extérieurs mis à mal par de lourdes sanctions économiques. Le Soudan parvient aujourd'hui à renforcer l'état de droit, à engager la lutte contre les inégalités sociales, à maîtriser son cadre macroéconomique avec la stabilisation du taux de choc et la maîtrise de l'inflation. Il n'est pas exclu que les institutions de Bretton Woods, à travers le Fonds monétaire et la Banque mondiale, puissent alors négocier un programme économique avec ce pays qui vient encore sous l'aide internationale, notamment des donations qui viennent des pays du Golfe. Outre ce transfert direct aux personnes nécessiteuses, les autorités soudanaises ont promis de poursuivre les subventions sur le pain et l'électricité avec une légère réduction pour l'essence et le diesel. Selon le Fonds monétaire international, l'économie de ce pays s'est contractée de 2,3% en 2018, de 2,5% en 2019 et aurait une croissance négative de moins 1,2% en 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.